session and we have not started yet. We're waiting for one of our panelists because the other one is going to be online, and I'm sure that there are people who are listening to us online. So I'd like to beg for their indulgence here. Yes, for us to make sure that we have an audience, and also, you know, as we wait for the people to come. Otherwise, I will be starting the session in the next 2 minutes. And we have our first panelist who's here. So I'll, that's a good thing. And then then we can go online to listen to Mr. Bruno Morer. And Joseph Musumbi is here. And Christelle Mignon, I don't know whether she's going to be online or in person. So I'm online. Yeah, you're online. Okay, very good. Okay, because it was not very clear here in the agenda. Was okay, great. So we have actually, it's just now the audience. Maybe we should. I don't want to. Okay. We only have 1, 2, 3, 4, 5 people, 6. Okay, so we're going to start. So I'd like to welcome the participants who are here. My name is Hamidou Boukari. I'm Senior Program Specialist with IDRC. I'm based in Dakar, and I'll be moderating this session. Given the fact that we have already lost 15 minutes, I'm not going to take a long time just for the introduction to this session here, which is part of the largest session on addressing gender, equity, and social inclusion while raising learning outcomes. And our session 4.2 here, deals with languages of instruction and learning outcomes. And by way of the introduction, I'd like to say that I'm really happy that we're going to discuss this old issue that has been with Africa for a long, long time, because we're the only continent where the use of our languages, mother tongues, as language of instruction, as languages of instruction, basically is not happening, even though there is quite a lot of evidence out there that shows that it's very important for us to start actually using them to achieve quality of education. So I'm glad to see that in the presentations here, they're really speaking to the issues. The second one by Bruno Morer is trying to understand why multilingual education is not progressing in sub-Saharan Africa. That's a big issue. And then most of the other presentations are really looking into ways of ensuring or at least demonstrating the link between the mother tongue and learning achievement. So this is very important. So without much ado, we have 4 papers, as I said. We are now, instead of 1.5 hours now, we have just 1 hour and 15 minutes. So I'd like to ask the presenters really to keep the presentation within 10 minutes, if possible. I know it's going to be difficult, but we'll try to manage that. So I'd like to call on the first panelist, Mr. Wendu Gudeta, to come and make his presentation. We have the rapporteur, so maybe what I would ask you to do, because I don't have the, I'd like to ask each panelist to introduce himself or herself. As we begin. Okay, so
Inna here will be helping us with monitoring the presentations. Okay. So Mr. Gudeta. Yeah. So Mr. Gudeta, the floor is yours. Okay, thank you, and good evening, everyone. So my name is Wandu. I came from Link Education Ethiopia, so working here in Ethiopia as the monitoring, evaluation, and research manager for Link Education Ethiopia. Beginning by presentation, so I will start my presentation by introducing Link Education International. So Link Education International is an international organization which is based in Scotland, working with government, local partners, schools, communities, to strengthening the education system and to transform the lives of people through learning for the most marginalized people throughout the world. So currently, Link Education International is working in the sub-Saharan African countries like Malawi, Uganda, Rwanda, and here in Ethiopia. And we do have here in Ethiopia different projects. So this presentation will focus on one of the projects that is done in the southern parts of Ethiopia. So the evidences that we have from our recent midline one evaluation. Next slide, please. So as a general strategic goal, Link works to strengthening the education system and also to support education in emergency and to build climate change resilience and to engage community voice and accountability, and also to address and to transform the girls' education to ensure the quality of education for all. Next, please. So our current project that's implemented here in Ethiopia, it's called, one of the project is called STAGE project, supporting transition of adolescent girls through enhanced system. That is one of the UK FCDO Girls Education Challenge Transition projects. And it is implemented in the southern parts of Ethiopia, and specifically in Wolaita zone, having an intervention for a total of 144 schools. Out of them are 127 of them are primary and 17 of them are secondary schools in the 4 districts of Wolaita zone. And then the project is reaching out and targeting a total of more than 61,000 girls, and it's implemented in this area. So while discussing or informing you specifically about the southern parts of the region and specifically the Wolaita Sodo zone, so the region is mostly known by its most ethnically and linguistically diverse region in the country Ethiopia. So we do have a lot of language and ethnic groups are available in the southern parts of the region, and similarly in the Wolaita zone. And in that specific zone, the local language Wolaita is a medium of instruction at school level for grade 1 up to 4. And then switch to English but at grade 5. And during the implementation of the projects, currently the project is doing the language and the literacy intervention training to capacitate the quality of education. And for the teachers, the project is doing the Wolaita 2 competency training and the English competency training as part of its intervention. Next, please.
So as different studies here in Ethiopia showed that primary school children have serious language problems and then they lack basic skills of reading, writing in all languages, including the mother tongue, Amharic and English. And as part of its project implementation, the project has done its midline evaluation in May 2021, and as part of its findings, the results identified the connection between language of instruction and girls sort of dropping out of school, and the link between language and attendance in school, and the relationship between language and girls' transition to the next level of education. So my presentation will focus on in these three areas or topic. Next, please. And coming to specifically to the findings of our evaluation work, you can see from the graphs, like this is the profile of the project girls, and you can see that more than almost all girls across the 4 districts or waradas are speaking the local language Walaitato at home, and less than 50% of the girls are speaking Amharic, that is the national language of Ethiopia, at home, and almost 0% of them are speaking English often at home. So this is the language profile of the respondent girls from the midline evaluation. Next, please. With regards to the connection or the link between the language profile of girls in relation to the school attendance, transition and dropout, you can see from all the 4 districts, the first 2 graphs, the red one and the amber one, they are indicating that for all of the 3 districts, you can see that more than 60% of the girls across the 3 regions, and over 40% in the 4th or in the last district in Kindo Koisha. It's indicated that language is a barrier to school attendance, as well as language is one of the barrier to transition for project specific girls. And similarly, you can see the 3rd graph, the green one from all of the 4 districts, that as you can see, in the first 2 districts, Damut Fulasa and Sori, almost 92% of the girls in the 1st district, as well as more than 71% of the girls in the 2nd district, they have indicated language is a factor for dropping out of students or for the girls out of the school. So we can see clearly this evidence is how the language profile of the project girls is linked to the school attendance, transition and dropout. Next, please. Coming to this result, so this is showing that how much the girls are more comfortable while being in the classroom and learning in English language. So you can see that only in one of the districts in Damut Wede Warada, we do have more than 54% of girls are comfortable to learn in English, whereas as you can see in 2 of the districts in Damut Fulasa and Damut Sori, less than 30% of the girls are comfortable in just to learn in English. Next, please. So this table will show that the link or the correlation between the girls thinking of dropouts with that of their self-esteem, gender perception with regards to the girls' education and their language profile at home.
So when you see the last column, grade 9 students are those students thinking of dropout at grade 9. They do have low self-esteem, as well as they do have low gender perception, or for the girls' situation. And similarly, grade 9 students who are thinking of dropouts are having low self-esteem and low gender perception about the girls' situation, and they do have also low language profile that is specific to the English language while practicing at home. And similar evidence can be observed also for grade 7 students, as you can see from the table. Next, please. So this is the additional evidence. And in addition to the girls, both female and male teachers were asked about the barriers of girls' education. And as you can see from the second last graph, you can see that one of the barriers for the girls' education is language barrier. So both the male teachers, around 91% of them, and female teachers, around more than 70% of them, highlighted that language barrier is one of the girls' barrier for education. And you can see that similarly, almost high percentage of male teachers indicated similar results to that of the distance to school, the availability of water in the school area, and the availability of latrines in the school area. And then similarly, we do have similar results from the female teachers. Next, please. So in conclusion, we can see from this evidences that there is a clear linkage between language of instruction and girls' attendance, transition, dropout, and retention of Project Girls. And we can see that language was also identified as one of the barriers for school attendance transition from grade to grade, and it's also considered to be one of the factors for school dropping out. And also there is a correlation between girls in grade 9 with that of having low self-esteem, low perception about girls' situation, and don't speak English. Next, please. So from these results or evidences, we can recommend that a school should support language learning by developing child's first language and gradually introducing their language, the second language as a subject. And also in primary education system, children speaking, reading, and writing a skill needs to be given due attention and should be strengthened. And it should be created rich first in language environment, and families should be encouraged to develop their children first and second language. So this is all about my presentation, and I thank you. Okay. Thank you very much. You've kept to 10 minutes. Just maybe one thing here, I'd like to ask the rapporteur to introduce herself. I forgot to ask you to introduce yourself to the audience. Yeah, before we move on to, because people need to know. Yeah. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Denise Orange-Ravachol. Je suis professeure émérite en sciences de l'éducation à l'Université de Lille, en France, et je suis ici au titre de membre du conseil scientifique du programme Apprendre de l'AUF. Voilà, merci à vous. Merci. Okay. So after this first presentations, I've got so many questions for you, but I think so with the audience, I'd like now to go to the second presenter who is online, Mr. Bruno Morer, and I hope that everything is set up for him to make his presentation online.
Allô, Monsieur Borrell, est-ce que vous nous entendez? Je sais pas encore, il faut que je mette mon... Allô, Monsieur Borrell, est-ce que vous nous entendez? The interpreters can't hear him. And we... Huh? Okay. Okay. Maybe so what we're going to do, because we don't want to waste more time, I'd like to ask Musimbi to come in and to step in and make his presentation. So he's going to present on mother tongue to other tongues, strengthening bilingual and multilingual education in Francophone Africa. Sit here. Okay. Okay. All right. So go ahead. So introduce yourself. Okay. Good evening, everyone. I hope you can hear me well. Or perhaps I can try to move closer to the mic. Yeah, so my name is Musembi, and I represent Dalberg Research and the American Institutes for Research. And this presentation relates to initial findings of research that is being done for and in Francophone Africa related to the general subject of language of instruction policy. Next slide, please. As you can see on the screen, the actual research, while benefiting other countries marked in blue, is being done in 3 countries marked with a star. The first big one there, you know, is DRC. Then further west, we've got Cote d'Ivoire and Senegal at the farthest west there. It's a mixed methods participatory research, and that's 3 arms, 2 of which I don't want to talk about now because they are still underway and do not inform the findings that are presented here. So the arm of the research that is completed is stakeholder engagement. And there we did key informant interviews with senior ministry officials and stakeholders working in the area of language of instruction policy in these 3 countries. And one of the aims in our speaking to these stakeholders, next slide please, was to answer this research question. What factors influence decisions about language of instruction policies in Francophone Africa? Or another way to put that, with the bilingual, multilingual education reality in early grade schooling, you know, this research question could be, what factors do
governments and stakeholders need to consider in order to design and implement effective bilingual, multilingual education policies in those countries in Francophone Africa. And that the answer to that question is really the findings that, you know, we are going to be discussing, you know, in subsequent slides. So moving straight to the findings, let's skip that slide just because of time, but I'll touch on it at the conclusion. The factors that need to be considered in order for governments and stakeholders to design and implement effective bilingual, multilingual education policies in these countries and in Francophone Africa fall into 4 categories. There are factors that are at the classroom level. There are factors that are at the community level. There are those that are at the political level, and there are those that are at the economic level. So those are the 4 lenses, areas that are factors to be considered when designing and implementing and a learning language policy that is going to be effective. And within each of those 4 areas are 2 classes that I call the wording in red. They are facilitating and inhibiting factors. Facilitating factors are realities on the ground that make it easy to design and implement an effective learning language policy. Inhibiting factors, on the other hand, are realities on the ground that would be a challenge for you as a government person, a ministry person, or a stakeholder working, you know, to design and or implement learning language policy that is going to be effective in Francophone Africa. So moving forward, we are now going to delve a little bit deep in into each of these 4 areas. We will be sort of highlighting just one example under each of the block in the interest of time. But as we do that, you could also on the slide look at the other factors that are listed there. Then, you know, with that information, the discussion could continue. So I wanted us to go a little bit progressively there. If you could go back 1. Yes, there. Exactly. Yeah, 1. Yeah, 1. Okay, there. Yeah, so we are now looking at classroom level factors that need to be considered to design an effective learning language policy. The facilitating side of those factors, realities on the ground that would favor, you know, designing, implementing an effective policy. I'll just give one example that we will be very familiar with. In these 3 countries where the survey is being done in Francophone Africa, indeed in most of Africa, you go to a school or to a region, you'll find that there is a dominant home language or local language that is being spoken by majority of the students and many of the teachers. Yeah, and that already can be used to the advantage of building an effective learning language policy, because already you've got a language, so you don't even have a lot of hassle in terms of you know, the decision about language to use. Next. An example of a challenge under classroom level factors is that, you know, based on the information we got, many teachers have not been trained specifically to teach, you know, in bilingual and multilingual settings. You look at the training modules in
pre-service, in-service teacher training, you don't find anything having to do with, teaching in bilingual, multilingual settings. And that becomes an inhibiting factor that needs to be planned for in order for this policy someone is designing or implementing to succeed. Next. Community level factors. Next. The facilitating is that parents and community where the children are living already acknowledge the need for children to learn in their home language. Very easy for the younger children to understand things in that language, and it is also a vehicle for preserving culture. Next. On the other hand, the same parents and community have a very strong inclination to their children being taught for as long as possible in the colonial language, in this case French, because it's associated with social mobility, economic prosperity. So, it is sort of a paradoxical situation there where on one hand they acknowledge they need to be taught in their home language, but want strongly for them to be taught in French, because they feel if that is not done, then the children are going to succeed. So, those are issues that, come up in the path to designing, implementing an effective LOI policy. Next. Next. Quickly running through example political factors. Next. On the facilitating side, there is a lot of experimentation and piloting in at least some of these countries where we are doing our research. I believe in the wider Francophone Africa, in DRC, there's a policy that, is being trialed in the last 6 or so years. I think in Senegal, the discussion about bilingualism, multilingualism, is over a decade old, and some form of piloting is continuing. So in that sense, it could be that, stakeholders, governments are not starting at zero. There's something that is already on the ground to be built upon. Next. On the inhibiting side, the challenge and the political factors is that there's a perception, perhaps reality, that bilingualism policy design implementation is supported more by external actors than the governments. You can clearly see that would be a challenge if you're working in an environment where, it is more external actors than the government that, seem to understand and support this thing. Moving forward to the final block, the economic factors. On the facilitating side, you've got a plethora of partners willing to financially support design, implementation of LOI policy in, Francophone Africa. Next. A challenge there is that design and implementation of effective LOI policy is a huge expense when you think about it in the various dimensions. Technical expertise to design, production of didactic materials, and many times either the states do not have the resources, or there are competing financial needs, such as, we need to even build more classes than think about, a multilingual, bilingual policy, or we need to up enrollment rates. So, ministries, governments have those competing needs, and that becomes a challenge. So, moving on to conclude, next. We are saying the path to designing and implementing an effective learning language policy in Francophone Africa
is complex. You've seen it is affected by factors that are playing, in 4 broad areas, some very near the student, like classroom level factors, others really very far from the student, like, political factors, economic factors, but all interrelated, so that if, for example, funding is availed to produce didactic materials for multilingual education, quality of schooling for the kid at school, is improved, and the kids' learning outcomes are improved. So in that sense, the interrelation makes it impossible for one thinking in the line of design and implementation to decide, maybe I'm going to ignore one block of factors and favor one block of factors. You've got to look at all of them in their complexity and in their interrelatedness. And because they manifest in unique ways in each country, there is no magic bullet, that can be prescribed to work in DRC, to work in Niger, to work in Senegal, to work in Cote d'Ivoire, to work, in Mali, etc. And that, I think, is a key takeaway in terms of thinking in the lines of design and implementation of an effective policy. And I've listed a few areas there that, actors at that level of design and implementation of this learning language policy, bilingual, multilingual policy of education for Francophone Africa could think along. One which is, top of mind and obviously very relevant is government prioritization of multilingual education. I don't know how we could work towards that, but without that, nothing could happen. And, you've got a few others there which you can read and we can discuss further. Thank you. Thank you very much, Simbi, for trying to present a very complex situation here. And I'm glad that you recognize that there's no magic bullet. Actually, some of the areas that you, the factors that you have listed there are more complex, but I think it is just interesting to see how you have framed them. We are going now to proceed to the next presentation. Is he ready online? Okay, Monsieur Moreira, vous êtes prêt? Parfaitement, je suis prêt. Merci. Ok, donc c'est à vous. Ok, je partage mon écran peut-être pour vous faire un diaporama. Voilà, vous voyez le diaporama? Oui, parfait. Parfait, très bien. Non, Donc, non, on ne voit pas. Non, on ne voit pas, nous. C'est dans la salle. C'est okay. sur sa ligne pour voir, mais nous... Alors, je vous propose de diffuser vous-même au fur et à mesure que je parle. D'accord, ok. Donc, il y a sa présentation, donc voilà. D'accord. J'arrête le partage et je vous propose de diffuser vous-même, c'est mieux. Donc, le temps qu'on puisse passer, donc la présentation, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, effectivement, de toute façon, me présenter, c'est le premier point de mon diaporama, effectivement. Donc, en fait, la première partie de mon diaporama, je vais vous parler de comment et comprendre pourquoi l'éducation multilingue ne progresse pas en Afrique subsaharienne. Et je vais essayer de vous donner quelques explications structurelles et socio-anthropologiques avec une recherche alternative. Et la première partie de ma présentation, c'est effectivement va consister à me présenter, à dire de quel point de vue je parle. C'est un point de vue d'acteur de terrain qui a commencé son travail à Djibouti, acteur de terrain en 90-93, au ministère malien de l'éducation 2003-2005, Madagascar 2005-2008. J'ai été membre de plusieurs comités scientifiques qui se sont intéressés à l'enseignement biplurilingue, l'ASCOLAF et ELAM. Et j'ai été aussi expert pour la Banque mondiale à Madagascar en 2019-2020 sur les curricula. Et j'ai de nombreuses publications universitaires sur la question de l'enseignement dans les langues partenaires africaines et en langue française. Donc ça, c'est pour en terminer avec mes présentations. Vous êtes OK maintenant pour le reste?
C'est bon. Donc, on peut passer là. Voilà. OK. C'était la diapositive numéro 2, en fait. Et la première, en fait, je voudrais revenir sur la première, puisque j'ai terminé maintenant les présentations qui étaient la diapositive numéro 3. La diapositive numéro 2, en fait, vous présente l'objectif de ma communication, qui est que plutôt d'analyser des expériences de type bonnes pratiques, parce que je pense qu'il est très difficile d'importer des bonnes pratiques ou de les exporter, d'essayer d'analyser à partir d'un cas que j'ai assez suivi, qui est le cas du Mali, pourquoi des expériences de réforme vers une éducation multilingue n'ont pas réussi à se mettre en place. Et je reprendrai les explications habituelles de type management pour aller un petit peu plus loin, des explications de type socio-anthropologique. Voilà. Et les propositions des principes d'action que je tirerai de l'analyse tiendront en 3 mots: pragmatisme, progressivité et implication des acteurs. Voilà. Donc maintenant, ceci étant dit, je vais pouvoir vous présenter, on passe à la diapositive 4 pour les personnes qui diffusent dans la salle. Diapositive 4, l'éducation multilingue en Afrique, des promesses jamais vraiment tenues. Je fais partie des personnes qui sont absolument convaincues de l'enseignement dans les langues 1 et ensuite du passage à une langue internationale, parce que les langues 1 et les langues internationales n'assument pas les mêmes fonctions, bien entendu, sociales, et qu'il y a une complémentarité qui est nécessaire. Et le cas que je vais analyser, c'est le cas du Mali, auquel Monsieur Morer, travaillé. je m'excuse de vous interrompre. Est-ce que vous êtes en train de partager votre écran en même Non. temps, parce que c'est la seule façon pour les gens qui sont en ligne de vous suivre, en fait, de suivre la présentation en même temps que nous. Donc, si vous pouvez... Les gens ont dû la voir, mais si moi je le partage, vous ne l'avez plus dans la salle apparemment, c'est ça? Oui, en fait, nous, on peut l'avoir parce que nous l'avons. OK, donc je le partage mon écran. Voilà, partagez votre écran et ceux qui sont en ligne pourront vous suivre. Ça me convient, merci. Voilà. En fait, donc, je vais vous parler d'un contexte que je connais bien, le Mali, dans lequel j'ai travaillé de 2003 à 2005. Et c'est un pays dans lequel, à mon sens, toutes les conditions ont été réunies pour que l'éducation multilingue progresse. La première de ces conditions, elle est politique. Et vous le voyez ici, sur la diapositive, il y a eu une loi qui a été une loi cadre en 1999 et qui a fixé les modalités d'utilisation des langues nationales de l'éducation. Il y a eu ensuite, effectivement, d'autres conditions qui ont été réunies. Donc, ça a donné lieu à un projet décennal PRODEC. Et il y a eu aussi des conditions financières qui ont été réunies avec un plan d'investissement sectoriel particulièrement bien pensé, le PIS, avec 3 phases, PIS 1, PIS 2, PIS 3. Et puis, il y a eu aussi des conditions pédagogiques avec, dès les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, l'écriture d'un curriculum multilingue avec un schéma de multilinguisme transitionnel. Et puis, tout ça a abouti en 2005 au fait que les 2 premières années de curriculum étaient stabilisées et qu'à la rentrée 2005, une généralisation de l'enseignement bilingue était proposée pour toutes les classes des 2 premières années du curriculum, en attendant d'écrire les classes suivantes, les programmes des classes suivantes. Alors, que s'est-il passé? C'est que les promesses n'ont pas été tenues, c'est dommage, mais le constat est à faire, c'est que dans les classes, à la rentrée 2005, il n'y avait pas, par exemple, de manuel, mais on a ouvert les classes dites à curriculum sans manuel, ce qui n'a pas facilité le travail des enseignants, et qui font qu'en 2021, en fait, le nombre réel de classes à curriculum bilingue a considérablement décru. C'est une étude faite pour l'UNICEF en 2021, dans laquelle Christelle Mignot, qui va parler juste après moi, à laquelle elle a participé, qui montre qu'on a aujourd'hui moins de 5% des classes à curriculum dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Bamako qui fonctionnent réellement à curriculum, alors qu'on a été parti pour une généralisation. Quelles explications? Alors, pour la Sofreco, qui est un cabinet de consultance qui a réalisé le bilan du PRODEC, le bilan commandé par les institutions qui ont financé le PRODEC, les explications sont en termes de déficit de communication, en termes de management de réforme et peut-être d'insuffisance des compétences au niveau déconcentré. Bon, la Sofreco a fait quand même, à côté de ces problèmes de communication et de management, elle a fait d'autres constats qui m'intéressent particulièrement et vers lesquels je voudrais attirer l'attention de tout le public.
C'est un extrait de la page 63 du rapport de la Sofreco. Et j'ai surligné en jaune des éléments qui ne me paraissent pas liés typiquement à des problèmes de management ou à des problèmes de communication. Mais vous le voyez, en fait, à la lecture de ce texte que je vous épargne, en jaune, l'idée que pour réussir cette réforme très ambitieuse et très importante, il y avait besoin de toute une sorte de choses qui relèvent d'un changement de mentalité, de comportement, d'abandon d'habitude, d'acceptation du changement. Avec la dernière expression que j'ai surlignée en jaune, application rigoureuse des innovations exigées par le PRODEC. C'est quelque chose qui me semble très vertical dans l'implantation d'une réforme, qui me semblera poser problème aussi, cette verticalité, en termes d'implication des acteurs peut-être pas suffisante. Je poursuis avec le bilan qui a été fait par du PRODEC, avec l'idée que toutes les actions sur l'homme ont été biaisées par le jeu d'acteurs qu'on n'a pas su réguler. Et on a ici un exemple d'action qu'on appelle biaisée. Formation initiale et continue, gestion des enseignants, application du curriculum, édition des manuels scolaires, orientation des élèves, etc. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le terme de biais, hein, en fait, et parce que l'idée, c'est que tout était très, très bien pensé et puis que finalement, les acteurs n'ont pas joué le jeu. Ça me pose des questions en rapport avec la diapositive précédente, qui sont des questions de type anthropologique, en fait, et qui ne relèvent pas simplement d'une explication managériale, comme tend à le dire le PRODEC massivement, hein, le bilan du PRODEC réalisé par la Sofreco. Ils se disent que peut-être que le comité de pilotage n'avait pas l'autorité suffisante pour insuffler à tous les acteurs les changements indispensables. Avec ce terme d'insuffler, qui fait écho à la diapositive précédente, on voit bien un changement qui repose sur une verticalité très importante du processus, qui est à questionner précisément en termes de socio-anthropologie. Et donc, les réflexions que je vous propose maintenant sont des réflexions de type socio-anthropologique que j'emprunte à Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui a fait sa carrière au Niger, qui s'est intéressé au processus de réforme dans des domaines principalement de la santé et du rural, et pas beaucoup sur l'éducation, mais ça me semble très pertinent pour l'éducation aussi. Et lui, au lieu de parler d'actions biaisées, comme je vous l'ai présenté, considère qu'il vaudrait mieux parler de normes pratiques des acteurs. Normes pratiques qu'il définit comme en fait des régulations implicites que les acteurs tendent à mettre en pratique, en fait, pour s'accommoder de réformes qui arrivent par le haut, et dans lesquelles, en fait, ils ne retrouvent pas leurs propres pratiques culturelles, habituelles, professionnelles. Et il y a dans l'ouvrage de Jean-Pierre Olivier de Sardan, mais je n'ai pas le temps ici en 15 minutes, tout un tas de considérations sur de quoi sont fermes ces normes pratiques qui ne sont pas considérées comme des défauts, hein, des actions biaisées, mais bien des modes d'action des acteurs qu'il faut absolument prendre en compte quand on met en place une réforme. L'autre concept que j'emprunte à Jean-Pierre Olivier de Sardan et à sa socio-anthropologie critique, c'est le concept de modèle voyageur. Et en fait, il nous dit qu'il appelle le modèle voyageur une importation. Et je vous laisse lire ici la définition de Jean-Pierre Olivier de Sardan pendant que moi, je commente. Et l'idée, c'est que toute tentative d'aller repérer des bonnes pratiques dans un pays pour les transférer ailleurs relève effectivement de ces modèles voyageurs, de ces modèles d'importation et risque de se heurter aux normes pratiques des acteurs qui fonctionnent dans une autre culture professionnelle la plupart du temps. Et donc, je crois que ces deux concepts, mais je n'ai pas le temps de les développer beaucoup, mais Jean-Pierre Olivier de Sardan, vous retrouverez dans la bibliographie son texte, a pas mal travaillé sur ces concepts dans plusieurs domaines différents. Et dans le cas du Mali, il y a, me semble-t-il, deux modèles voyageurs qui se combinent. Le modèle de la pédagogie convergente, qui est le modèle qui a été adopté au Mali très tôt, en 1984, pour travailler sur l'enseignement des langues et qu'on appelle PC, et un autre modèle voyageur qui est l'approche par les compétences, qui n'est pas lié à l'enseignement des langues, mais qui est lié à un modèle psychopédagogique, avec donc deux réformes en une, PC et APC, et avec souvent une confusion chez les acteurs au profit précisément de
du fait que les deux sigles se ressemblent beaucoup, l'APC et l'A''PC. Et le cas du Mali me semble assez exemplaire de ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan appelle donc la revanche des contextes, et qu'il nous faut prendre en considération si on veut, me semble-t-il, que les réformes à venir puissent aboutir. Et je vais finir sur des raisons d'espérer, je finis avec peut-être des pistes d'action. D'abord, la première idée, c'est de prendre toute la mesure de la complexité des réformes éducatives. Et la personne qui a parlé avant moi, en fait, a dit aussi à peu près ce même genre de choses que moi, et on va le prendre sous un autre angle, tout simplement. Il me semble que dans le cadre du PRODEC du Mali, il n'y avait pas une réforme, mais 4 qui étaient menées en même temps. Première réforme, une réforme de décentralisation du système éducatif. En soi, c'est déjà très ambitieux. En même temps, il y avait une deuxième réforme qui était un changement de mode pédagogique dans toutes les matières, pas seulement en français et en langue, avec l'adoption d'un nouveau mode d'enseignement qui s'appelle l'approche par les compétences. Et c'est une révolution pédagogique. Troisièmement, un changement de langue d'enseignement qui nécessite un changement de culture éducative et de représentation sur les langues et leur utilité. Et quatrièmement, le passage d'un système éducatif monolingue à un système éducatif multilingue qui nécessite une instrumentation et des moyens humains et matériels dans chaque langue. Ce n'est donc pas une réforme, mais 4 qui se jouaient dans le PRODEC, et 4 réformes structurelles extrêmement intéressantes, extrêmement ambitieuses, mais qui sont un véritable défi pour tout système éducatif. Et le PRODEC 2, 2019, je crois, 2028, part sur les mêmes bases et avec les mêmes risques, et pourtant avec les mêmes atouts. Tout le monde est d'accord sur le schéma, il y a les financements, mais il me semble qu'on risque les mêmes problèmes. Alors, Vous avez une minute. Oui, j'opte et je conclue sur une démarche progressive et pragmatique de mise en œuvre. Cette démarche progressive et pragmatique, c'est celle d'Élan, Élan 1 et 2, qui a décidé de ne pas créer un projet, mais d'accompagner les États partout où ils sont, depuis l'État où ils en sont, pour leur faire faire des pas supplémentaires vers l'utilisation des langues nationales. Une démarche que j'appellerais progressive et pragmatique. Pragmatique, des mesures qui soient en lien avec la culture professionnelle et le degré de complexité de l'institution. Ne pas superposer les niveaux de changement et progressif, avancer pas à pas. Et puis aussi, un autre et dernier point, après pragmatisme et progressivité, c'est l'implication des acteurs. Et là, je vous laisserai regarder comment un pays comme Djibouti a mis en place une réforme très ambitieuse qui n'est pas plurilingue, juste sur le français, avec une implication totale des acteurs à tous les moments, et pas juste au début, du processus de modification, de réforme de son système. Alors, je vous laisserai regarder l'ensemble des mesures qui ont été prises, et j'en termine donc avec les 3 mots-clés qui sont pragmatisme, progressivité, implication, et avec des éléments de bibliographie que je vous livre et que vous pourrez aller consulter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Votre présentation nous interpelle et il y a beaucoup de questionnements moi, que j'ai. C'est vrai que ce n'est pas évident. Vous venez encore une fois de plus de démontrer la complexité de la mise en place de ces politiques bilingues et multilingues en éducation. OK, donc nous allons passer, nous sommes censés finir à 30, nous sommes déjà à 18h07. Donc je vais demander à Madame Mignon si elle peut essayer de faire sa présentation et de rester peut-être dans 10 minutes, mais ce n'est pas juste, mais bon, je vous le demande quand même si vous pouvez le faire. Merci. Madame Mignon, est-ce qu'elle nous suit? Alors, oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, là, on vous entend maintenant. Je vais partager mon écran dans la salle virtuelle. Voilà, et je ne sais pas si c'est possible ici, mais sinon faites-le pour les gens qui sont en ligne. Nous, on va essayer de projeter la présentation que nous avons. Ouais, voilà, donc j'ai projeté. Je ne sais pas si les personnes en ligne voient. Alors, j'entends pas. Donc, c'est bon, les gens en ligne peuvent suivre en fait, votre présentation PowerPoint. Et vous, dans la salle? Nous l'avons, en fait, et on peut le voir.
D'accord, très bien. Est-ce que vous avez fait quelques changements peut-être dans les diapos? Non. Oui, mais c'est pas grave. Enfin, le contenu est le même, on va se débrouiller. D'accord. Donc, allez-y. Parfait. Donc, je suis Christelle Mignot, responsable du pôle langue française et plurilinguisme au sein de l'association Solidarité laïque et doctorante en didactique à l'Université de Montpellier, laboratoire d'Ipralangue, sous la direction de M. Bruno Morer. Alors, mon objectif aujourd'hui, et ça ne fonctionne pas. J'ai un souci, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas partager. Je reste bloquée sur la première image. On va faire le partage à partir de la salle. Donc, c'est possible. Alors, attendez, je pense que c'est bon. Est-ce que les personnes, désolée, je gagnerai du temps après pour rattraper le retard. Les personnes de la salle virtuelle voient désormais la présentation? Oui, on voit. Ok, parfait. Très bien. Donc, mon objectif aujourd'hui est de présenter les résultats de 2 projets de recherche que je mène parallèlement depuis 2020. Mes recherches de thèse au Mali et au Sénégal qui portent sur l'enseignement biplurilingue en langues africaines et en français dans les écoles publiques. Le projet J'apprends si je comprends que je pilote dans le cadre de mes fonctions à Solidarité laïque et qui bénéficie du soutien de l'IFEF-OIF et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, ce projet, J'apprends si je comprends, nous l'avons construit autour de 3 étapes. D'abord, en 2020 et 2021, nous avons mené des recherches sur l'enseignement biplurilingue en Afrique francophone subsaharienne. Cette année 2022, nous sommes en train de finaliser un documentaire long métrage qui partage les résultats de nos recherches. Et enfin, à partir de janvier 2023, nous allons didactiser les extraits de séances de cours bilingues que nous avons filmés pour réaliser un kit de formation des enseignants de classe bilingue. Alors, pour présenter ces résultats, j'ai construit un plan en 5 parties. Vous verrez au niveau des résultats, bien entendu, plusieurs points communs avec les études de messieurs Mouzembi et monsieur Morer. Alors, concernant le contexte, rapidement, le projet est actuellement finalisé dans 4 pays, Mali, Sénégal, Burkina Faso et République démocratique du Congo. 4 pays qui partagent de nombreux points communs sur le plan linguistique. D'abord, ils sont tous multilingues, une vingtaine de langues au Mali, une quarantaine au Sénégal, environ 70 au Burkina Faso et 215 en RDC. Ce sont des pays qui ont tous le français pour unique langue officielle et enfin des pays qui comptent un pourcentage important de leur population qui ne parle pas français. Selon les dernières statistiques de l'OIF, en 2018, il y aurait en effet 17% de francophones au Mali, 24% au Burkina Faso, 26% au Sénégal et 51% en RDC. La question qui se pose donc, et c'est ma problématique de recherche, est de savoir quelle est ou quelles sont les langues de l'école. Les enfants sont-ils scolarisés uniquement en français, même s'ils ne parlent pas cette langue, ou le sont-ils dans leur langue première et en français? Alors, pour répondre à cette question, nous avons construit une méthodologie en 2 temps. D'abord, une revue de littérature, puis des enquêtes de terrain. Lors des enquêtes de terrain, nous avons mené 75 entretiens semi-directifs avec des acteurs éducatifs, quelques entretiens par ailleurs avec des parents d'élèves et des élèves. Nous avons aussi observé des séances de cours dans 13 écoles bilingues et monolingues. 18 enseignants ont accepté d'être filmés. Je précise d'ailleurs que toutes les images que vous voyez sur le diaporama sont extraites du film. Alors, quels sont les résultats de nos recherches? D'abord, la revue de littérature a prouvé non seulement que les 4 pays mettaient en place ou accueillaient des expérimentations bilingues depuis les années 70, mais aussi que les États burkinabés, maliens, sénégalais et congolais étaient actuellement officiellement engagés en faveur d'une meilleure utilisation des langues africaines comme vecteur d'enseignement. Je partage avec vous à l'écran pour preuve des extraits des actuels plans sectoriels de l'éducation des 4 pays. Alors, qu'en est-il sur le terrain? Les élèves des écoles publiques ont-ils réellement la possibilité de suivre une scolarité bilingue en L1 et en français? Oui, nous avons pu observer et filmer différentes expérimentations bilingues actuellement mises en œuvre dans les 4 pays. Toutes ces expérimentations étaient portées par des partenaires techniques et financiers étrangers ou par des ONG. Dans le tableau que vous voyez à l'écran, j'ai inscrit en noir le nom des projets en cours d'expérimentation lors de nos enquêtes de terrain, en violet le nom des projets qui étaient interrompus lors de notre enquête, soit par manque de financement,
soit parce que les projets qui ont des durées de vie limitées étaient arrivés à leur terme. Alors, 2 remarques concernant ce tableau. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des projets bilingues mis en œuvre dans les pays, mais de la liste des projets pour lesquels nous avons obtenu des autorisations de tournage. Par exemple, en RDC, il y a des écoles Élan à Kisangani, mais nous n'avons pas malheureusement obtenu les autorisations de tournage. Notez par ailleurs que l'école dite bilingue de Bomboloumene en RDC était en réalité monolingue, puisque le lingala, la langue des élèves, avait le statut de langue matière et non langue d'enseignement. Enfin, comme je le disais en introduction, nous avons aussi observé des classes monolingues pour comparer le fonctionnement entre le monolinguisme et le bilinguisme scolaire. Alors, qu'avons-nous constaté en comparant les classes monolingues et bilingues? Alors, sans aucun doute, les classes bilingues présentent de grands avantages sur les plans identitaires et cognitifs. Dans les petites classes, première et deuxième année du primaire, qui se déroulent en général essentiellement en langue première, les élèves sont plus motivés, dynamiques et actifs, car ils comprennent les consignes du maître. A contrario, dans les classes monolingues en français, soit les élèves sont silencieux, soit ils répètent en chœur ce que dit l'enseignant, mais sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous avons aussi constaté des difficultés dans les classes bilingues. Alors, la difficulté, selon moi, la difficulté principale est la rupture qui existe dans tous les pays et quasiment tous les programmes à partir de la 3e année. Toutes les expérimentations ont en effet tendance à se concentrer principalement sur les 2 premières années de l'école primaire, sur des compétences simples, en langue première, avec très peu de transfert vers le français. Résultat, les élèves des classes bilingues qui arrivent en 3e année sont très fragiles dans leur langue première et presque débutants en français, ce qui est normal après seulement 2 années de scolarisation. Le problème, c'est que les enseignants, à partir de la 3e année, ont un rôle stratégique, car la 3e année est l'année où le français devient langue d'enseignement au même titre que la langue première. Or, ces enseignants sont trop peu formés et trop peu outillés en didactique bilingue. Parfois même, ils ne sont pas du tout formés et pas du tout outillés. Conséquence, ils sont obligés de se débrouiller comme ils peuvent. Alors concrètement, dans les salles de classe, on a identifié 3 profils d'enseignants à partir de la 3e année et jusqu'à la 6e année. Premier profil d'enseignants, ceux qui n'ont jamais été formés en enseignement bilingue et qui animent donc leurs cours comme ils ont toujours fait. Ils suivent le programme classique en français. Les élèves qui étaient scolarisés dans leur langue première pendant 2 ans sont donc basculés brutalement vers une scolarisation en français. Ils sont perdus. D'autres enseignants animent leurs cours en français, mais comme ils voient que les élèves ne comprennent pas, ils traduisent toutes leurs leçons dans la langue première des enfants. Ils animent donc 2 fois le même contenu, sans faire progresser les élèves, ni en L1, ni en français. Et 3e profil d'enseignants, ceux qui essayent d'opérer des transferts de la L1 des élèves et vers le français et vice-versa. Par exemple, si des élèves ont appris à ponctuer des phrases dans leur langue, l'enseignant leur explique que la technique est la même en français. Mais toutes les opérations de transfert que nous avons observées étaient très superficielles. Nous n'avons jamais assisté à une séance où les élèves étaient amenés à manipuler les 2 langues, à les comparer et à véritablement en comprendre le fonctionnement. Aussi, à défaut d'être formés sur des compétences complexes, les élèves que nous avons observés et filmés se contentaient de mémoriser des règles de grammaire et de les répéter. Leur capacité à produire eux-mêmes des énoncés écrits et oraux était donc très limitée et inférieure au niveau attendu à l'école primaire. Donc, je ferai tout à l'heure en conclusion quelques recommandations pour pallier ces difficultés didactiques. En ce qui concerne les entretiens semi-directifs que nous avons menés lors des enquêtes de terrain, quel est le bilan? D'abord, il faut noter que tous les acteurs éducatifs et tous les parents que nous avons interviewés dans tous les pays étaient convaincus par les avantages de l'enseignement bilingue. Mais ils étaient en même temps déçus par le fait qu'après plus de 50 ans d'expérimentation bilingue, les écoles monolingues restent majoritaires. Certaines écoles dites bilingues fonctionnent en réalité de manière monolingue, faute de formation et d'outillage des enseignants. Ils étaient aussi frustrés par le fait que les expérimentations bilingues s'enchaînent depuis les années 70 sans mise à l'échelle. Alors, des conséquences sur la motivation des acteurs et des parents. Et alors, pour anecdote, au Mali, certains cadres du ministère de l'Éducation nationale
m'ont décrit la réforme bilingue comme étant, je cite, « un éléphant qui a accouché d'une souris ou un bébé qui refuse de naître ». En conclusion, il existe une volonté politique forte en faveur de l'enseignement bilingue, mais les blocages à l'opérationnalisation des réformes restent nombreux. Alors, pour lever ces blocages, nos recommandations sont les suivantes. Améliorer la qualité des programmes bilingues en continuant à produire des ressources, notamment pour faciliter les transferts durant toute la scolarité primaire et pas seulement les premières années. Les programmes bilingues soustractifs ont montré leurs limites. Former et outiller les acteurs éducatifs en didactique biplurilingue dès leur formation initiale. Redéfinir les modalités de recrutement, de suivi et d'affectation des enseignants. Ceci est très important car à l'heure actuelle, certains enseignants sont affectés dans des zones dont ils ne parlent pas la langue. Ils n'ont donc aucune langue en commun avec leurs élèves. Renforcer les modalités d'évaluation des initiatives bilingues, car la plupart du temps, les projets sont évalués par les porteurs de projets eux-mêmes. Il faudrait donc construire des évaluations standardisées en vue de savoir ce qui fonctionne réellement et ce qui ne marche pas au sein de chacun des projets. Et enfin, capitaliser davantage les expérimentations bilingues et mieux valoriser les bénéfices avérés de ces expérimentations. Je vous remercie. Alors, je partage avec vous mes deux adresses institutionnelles, juste pour la troisième étape du projet que j'ai décrit, donc le projet J'apprends si je comprends. Pour la didactisation des vidéos bilingues, nous travaillons en partenariat avec plusieurs universités publiques, Bamako, Koudougou, Ouagadougou, Ziguinchor, Saint-Louis et Dakar, mais le projet reste ouvert. Donc, si vous êtes intéressé par ce travail, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Alors, nous avons à peine, disons, 10 minutes, en fait, jusqu'à la fin de notre session. Donc, je vais essayer d'ajouter une dizaine de minutes, si vous êtes d'accord, pour qu'on puisse essayer de discuter, parce que ces présentations... Allô, oui, je viendrai par après. OK. Yes, no, I'm not, it's not just give me a few minutes. I just would like to say a few words before I open the floor. So basically what I was trying to say that we have listened to 4 presentations that have depicted a very complex situation with this, putting in place bilingual, multilingual policies in Africa, and particularly in Francophone Africa. I think the first presentation from Ethiopia has addressed this issue of, and this has been one of the arguments, I think, used by people who are just not in favor of bilingual and multilingual education, is the fact that they say, oh, there is no evidence to prove that they can be effective in improving the quality of education, in improving learning. But here, what we heard from Ethiopia, for me, I have a few questions in terms of the methodology, and it is not very clear to me also what language and instruction was posed. So this is me just reacting. And the other presentations, basically by Musumbi, and then by Monsieur Morer, and lately Madame Mignot, are basically just telling us that there are 2 key issues here. The political aspect, even though she says that there is political will, I really doubt it. But this is again open to the floor. And the other issue also of the complexity in terms of the implementation and the fact that, there are some technical issues that people don't master. That also is another issue, because in some countries like mine, I come originally from Niger, we have had this experimental that started in the 70s, and they were trying to introduce, and they are still experimental. We have not moved, I think, but there is now maybe a movement with that. So I'd like just, on the basis of this, I'd like you to really react to what you have heard and see whether we will try to have, until 1:45. So I'll try to have the first round. I'll take 4 questions. Okay, yes, and then the gentleman there, and 1 and 4. I'll come to you. Yeah, okay. So the floor is yours. I want to introduce myself. My name is Charlotte de Grauw. I work for the European Union in Niger. So closely following this curricular reform.
which has been going on for a while. And I found these presentations all very insightful, very interesting, but something that hasn't been addressed yet and which I'm struggling with to comprehend is what happens when you have multiple minority languages. How can you actually ensure that, for example, Hausa, Peul, Tamashek, German kids will be educated in their native mother tongue languages? Doesn't also mean that you segregate communities if you can manage it. And in the case of Niger, we already struggle having a more proper school mapping, having classes that have a lot of students and perhaps not always the adequate number of teachers. Is it feasible in a multilingual country which has more than a few languages to actually address the needs on an equal basis of all the students? Thank you very much. Is it possible for you to direct your question to one of the presenters? I think that would be helpful so that they know that. I think it could be useful if Professor Maurer could take this question as well. Maurer, as he has done quite some research as well in several multilingual countries. Thank you very much. Okay, thank you. Yes, gentlemen. Le problème, c'est que j'ai pas bien compris sa grésille. No, I'm not the one. Ah, ok. Donc, elle peut le dire en français aussi. Oui, je peux aussi le dire en français. Professeur Maurer, donc en fait, dans le contexte Niger, c'est un pays qui passe en bilingue, mais multilingue, et je me demande, est-ce qu'il sera possible de vraiment assurer l'éducation de la langue maternelle des élèves, surtout dans les zones urbaines, où on trouve les élèves qui parlent peut-être Tamashek, Hausa, Germain, plusieurs langues à la maison, tenant aussi compte du fait qu'actuellement, nous n'avons pas assez d'enseignants pour même éduquer les enfants en français. Là, j'ajoute également que l'Union européenne avait financé une étude indépendante sur les réformes curriculaires l'année passée et que les résultats aussi de bilinguisme étaient quand même inquiétants. Donc, voilà, je serai très creux. Merci beaucoup. OK. Yes. Yeah, thank you. I am Kobia, working with Oxfam IBIS as a regional education advisor for East and Southern Africa. I'm based in Kampala, Uganda. Yeah, mine is a contribution to the discussion about the issue of language in learning. And I think it is coming out. The confusion is brought about by failure to delineate a language for teaching and learning and a language as a medium of communication. So there is need to look at those aspects so that the language for learning and teaching is the one that is used to teach and learn, even not only for early grade, even at the university. But students can be taught a language as a subject, whether it's French, Chinese, or English, so that they are able to communicate to the world. So there is no worry that we had from the presentation, the second presentation, that parents want their children to learn in French so that they can be marketable. Let them learn in Amharic or Kiswahili, but learn French as a language they will talk to the world. That is one aspect. The second aspect I wanted to contribute is that we have concentrated so much on language of instruction and ignoring the content of what is learned. You cannot separate language with the knowledge. Indigenous knowledge in Africa cannot be depicted using foreign language. The same is true. If you say you want to use local language to teach, then you cannot use local language while ignoring indigenous knowledge systems, because language is an expression of a community's historical and cultural philosophy, which is how people know. So basically, if we are talking about introducing local language for learning, we need to also bring in indigenous education and knowledge system for Africa, because what happened is that they suffered epistemicide, which is a right to education issue. Africans have a right to learn the indigenous knowledge systems. And I think the whole idea now comes to decolonizing education in Africa. Thank you. Yeah, that's indeed the issue. Okay, thank you very much for that contribution. I think you said, yeah. Oh, yeah, sorry, yes, there, sorry. Yeah.
Merci beaucoup. Je me présente, je suis Rémi Yameogo, je suis attaché de programme à l'IFEF. Je travaille pour le programme École et langue nationale, ELAN. Et c'est vraiment avec satisfaction que j'ai suivi les différentes communications. Et mon petit commentaire, c'est de partir d'abord du constat qui a été fait à propos de la déscolarisation des filles. Vous avez vu même des garçons, le pourcentage, le taux d'abandon lié à l'utilisation de la langue qui est un blocage pour les premiers apprentissages, c'est un pourcentage qui est suffisamment effrayant. Et quand on constate qu'il y a ce pourcentage-là lié à la langue, on se dit forcément qu'il faut trouver des solutions. Et c'est dans ce cadre-là que le programme ELAN accompagne 12 pays partenaires d'Afrique subsaharienne francophone dans l'introduction, le déploiement et la généralisation d'un enseignement qui prend en compte à la fois les langues nationales et le français, surtout pour améliorer la qualité des systèmes éducatifs. C'est ça la différence. Et dans la première communication, justement, le communicateur parlait donc du paradoxe entre les parents qui, dans un premier temps, sont pour l'utilisation des langues nationales pour la défense culturelle et autres, et paradoxalement, ne veulent pas qu'on utilise des langues dans les classes. C'est dire que pour ma part, c'est juste une question de compréhension et de sensibilisation qui manque, parce que l'utilisation de la langue à l'école, aux côtés du français, comme on le fait, c'est pour améliorer la qualité de l'apprentissage, c'est pour permettre aux enfants de s'intégrer davantage et de participer activement aux découvertes et aux acquisitions. Et également pour le deuxième communicateur, je pense que là également, c'est un travail qui a été fait et qui permet de nous montrer un peu les différentes composantes. Mais j'avouerai poser une question par rapport à ça. Je crois que la composante politique, qu'est-ce qui peut être fait au niveau politique? Parce que quoi qu'on dise, on a comme l'impression que les engagements sont pris à des instances grandioses, mais dans les faits, on ne sent pas une véritable appropriation des politiques éducatives et d'intégration de tous ces systèmes-là dans les programmes sectoriels d'éducation. Et c'est vraiment la clé. Merci beaucoup. Yes, Sisi. Thank you very much, Mr. Chairman. I think I just wanted to contribute to what you have summarized earlier, the complexity of the issue. I want to thank the presenters for excellent presentations. By the way, my name is Binyam Sisai and I'm an associate professor of African languages and linguistics. The issue that we are in is very, very complex. And one thing that was missing probably from the presentations is the history of this particular situation that we are in and how we came into it, especially when Joseph presented. I thought, there is a lot of history to it, to the situation, I think to all of the countries, but especially with the Francophone countries. So without looking into the history of how things led into the current situation, if we just consider that we're just choosing as if between this language and French or another language, I don't think we'll get the true picture of the circumstances and we'll be able to change it. So I'm inviting all of us to really look into the history of the French language in these countries. It's a well-resourced language. There was a lot of investment in the language to take the position that it's holding today. So if we just compare, how can it's French or another local language, I don't think we'll do justice to the situation, and I don't think we'll be able to come up with some sort of solution, because the playing field is not leveled. And we need to really seriously consider that and try to come up with some sort of innovative solution to the situation we're in. Thank you. I think that yes, you're right. The historical background is actually, it's very important here. And actually, we should go back to when did the African countries actually start looking into the use of a mother tongue education, bilingual education. And this is a movement that was actually led by the UNESCO in the late 60s, mid to late 60s.
So if we go back, and there's a whole issues here, but I think there's need for us to kind of revisit that, historically, so that we understand what is really happening. We am going to have, apparently we have questions online. Do we have any question? No? Okay. So I'd like to give maybe 2 minutes to, I think there was a question for you. Oh, no. Yeah, and a question from Monsieur Moreira. Yeah, and then so I'll just give 2 minutes to each of the presenters to say a few words very quickly. Just take maybe 1 minute, please, not longer than that. Monsieur Moreira, vous pouvez répondre à la première question? Parfait, je vous réponds. Merci beaucoup. Merci à la question. Pour répondre très rapidement, il y avait 2 points. Le premier point, c'est est-ce qu'on peut enseigner dans les principales langues du Niger, par exemple, alors qu'on n'a pas forcément les enseignants pour enseigner en français. Donc évidemment, la question qui se pose est la question de la disponibilité des enseignants et de la formation des enseignants. Bon, la question, c'est pas plus compliqué de former un enseignant à enseigner dans les langues nationales qu'à enseigner en français. Et c'est parfois plus simple parce que la langue nationale peut lui être plus familière. Donc, je dirais que l'effort de formation, il existe quoi qu'il en soit, parce que ce n'est pas non plus parce qu'on parle la langue qu'on va pouvoir l'enseigner, mais de toute manière, il y a un effort de formation à faire. Et je pense que toutes les langues que vous avez citées sont déjà équipées suffisamment pédagogiquement par de longues expérimentations, que ce soit au Niger ou dans les pays voisins, parce qu'il faut aussi peut-être mutualiser les ressources qui ont été produites dans les pays voisins. Pour répondre oui à votre question, on peut enseigner effectivement dans les principales langues du Niger, y compris dans les capitales, mais là, il faut peut-être des politiques linguistiques qui travaillent sur le choix des langues à enseigner. Et pour ça, mon collègue Mamadou Ndoye et moi-même, on a fait un document de réflexion et d'orientation pour la Confémen qui va paraître en ligne très bientôt. Il a été remis à la Confémen en février 2022 et il fourmille de propositions très concrètes sur le choix des langues, les modèles de formation d'enseignants, etc. Il s'appellera, ce document de réflexion et d'orientation, « Langue première et langue d'enseignement, quelle stratégie pour faciliter les premiers apprentissages, la réussite scolaire et le vivre ensemble ». Donc, je vous invite à suivre la Confémen 2022, le site et l'actualité de ce document de réflexion et d'orientation que j'ai rédigé avec Mamadou Ndoye. Deuxième question, ça fait un grand nombre d'années qu'il y a un curriculum en expérimentation au Niger et je connais bien ce curriculum pour avoir travaillé un petit peu au Niger et avoir été y regarder. Ce curriculum a été importé du Canada selon un autre modèle voyageur qui s'appelle l'approche par les situations. Il a nécessité plus de 15 ans de travail dans son élaboration et je le dis très nettement, il est inapplicable. Je ne vais pas m'appesantir sur pourquoi il est inapplicable. Je l'ai publié dans un texte de 2018 que je pourrais vous partager si vous me le demandez. C'est un modèle très rapidement que je peux dire qui est très général. La notion de situation y est très mal pensée alors même que c'est un curriculum sur les situations, une approche par les situations et surtout, il n'y a aucune réflexion sur l'enseignement des langues elles-mêmes. Les curricula sont construits par des psychopédagogues, je dirais généralistes, qui pensent un grand cadre théorique a priori séduisant mais inapplicable. Je suis un peu rapide, excusez-moi de le dire comme ça. Il faudrait un modèle beaucoup plus simple, plus adapté à la culture des enseignants. Et surtout, il ne faudrait pas mener 2 réformes en même temps. Une réforme psychopédagogique qu'on appelle l'approche par les situations et en plus une réforme linguistique. Ce sont 2 éléments, c'est beaucoup trop pour le faire ensemble. Merci. Ok, voilà, merci. On n'a pas il y a eu 2 contributions en fait, qui ont été faites. Donc, je vais donner à Bonaventure le temps de réagir. Ok. Oui. Donc, une autre question. Et j'ai une contribution ou une question? Oui, une question pour madame et puis un commentaire. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je suis Bonaventure Segda, secrétaire permanent du plan sectoriel du ministère en charge de l'éducation nationale du Burkina Faso. Donc, d'une manière générale, je pense que les intervenants sont revenus là-dessus. Je crois que dans un contexte multilingue, le principe, c'est de commencer les enseignements dans une langue que l'enfant maîtrise, qui n'est pas forcément sa langue maternelle. Donc, je voudrais rappeler ça, mais parlant aussi des facteurs de réussite, je pense qu'un des facteurs clés, c'est le développement d'un environnement lettré qui est favorable
On a entendu ici que dans beaucoup de pays, il y a une sorte de rupture dans les stratégies d'éducation bilingue. Donc, on commence en première année du primaire jusqu'à la fin du primaire, mais après, il ne se passe pas beaucoup de choses au secondaire et pas du tout dans l'enseignement supérieur. Donc, il y a une sorte de rupture qui ne rend pas service aussi à l'éducation bilingue. Il y a aussi le fait que ces langues-là ne sont pas utilisées dans les compétences de la vie courante. Par exemple, dans l'administration, ce n'est pas utilisé. Donc après, cet environnement n'est pas favorable au développement de l'éducation bilingue dans nos pays. Alors, donc, rapidement, par rapport à l'intervention de Madame Mio, alors peut-être que je n'ai pas très bien compris. Je voudrais savoir pourquoi elle s'est seulement intéressée aux interventions des partenaires dans les pays et objet donc de sa thèse. Voilà, parce que dans certains pays comme le Burkina Faso, il y a des écoles bilingues publiques, voilà, qui ne sont pas nécessairement appuyés aujourd'hui, par le passé, oui, aujourd'hui par des ONG ou par des partenaires techniques et financiers. Donc, je voudrais comprendre ce choix. Mais je crois que la question principale de sa recherche, c'est quelle langue est utilisée dans le système éducatif, dans le contexte multilingue. Mais à la fin, peut-être que j'ai été distrait, mais je n'ai pas eu vraiment la réponse par rapport à cette question principale de recherche qu'elle a posée. Bon, je vais m'arrêter là, comme on n'a pas suffisamment de temps. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. OK, merci. Donc, Madame Millot, vous avez le droit de réponse. Oui, je vous remercie. Donc, le choix des écoles, en fait, comme on filmait les séances de cours, pour nous, il était fondamental d'avoir des autorisations de tournage. Donc, la première étape pour ce travail de recherche a été pour nous de contacter les directions de l'enseignement fondamental au niveau des ministères de l'Éducation nationale de chacun des pays. Et donc, on est allé dans les salles de classe pour lesquelles on avait des autorisations. Il était hors de question de filmer des enfants sans avoir le droit de le faire. Et donc, on a eu des observations pour les différentes expérimentations que j'ai présentées tout à l'heure à l'écran. Donc, au niveau du Burkina Faso, Solidar Suisse, Enfants du Monde et le programme Élan. La deuxième question, donc la réponse à ma problématique, dans quelle langue est-ce qu'on doit enseigner? Dans les deux langues, la langue première de l'enfant et la langue française. Et ce qu'il faut retenir, à mon avis, de ma présentation, c'est que le type de bilinguisme qu'on recommande, c'est un bilinguisme additif. Malheureusement, dans la plupart des salles de classe qu'on a filmées, le bilinguisme qui était mis en œuvre était un bilinguisme soustractif et on supprimait trop tôt la langue première de l'élève des programmes, ce qui les obligeait, je l'expliquais pendant ma communication, ce qui obligeait les élèves à retourner trop tôt et trop brutalement dans un système monolingue sans leur avoir donné les clés pour opérer des transferts de la L1 vers la L2. Merci beaucoup. Nous avons quelques minutes là. Et donc, je voudrais... OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une ici, une autre, peut-être encore. Est-ce qu'on va se donner en à peu près 4 minutes? OK, allez-y. Alors, moi, c'est Laurent Koulibaly. Ma thèse porte principalement sur ces questions d'éducation bilingue dans le contexte malien. Et d'ailleurs, je remercie Bruno Moret aussi, qui fait partie de mon comité de suivi intellectuel, d'avoir apporté quelque chose que j'ai trouvé, quelque chose de nouveau, notamment les facteurs socio-anthropologiques, notamment dans les obstacles que rencontrent les bilinguistes au Mali. C'est vrai que nous n'avons pas suffisamment intégré en fait ce progressisme en quelque sorte pour comprendre que le bilinguisme aussi, c'est un projet de société qui demande en fait un changement de mentalité. Voilà. Et par rapport aussi à une contribution, par rapport au paradoxe en fait qu'on rencontre en fait chez les enseignants et chez les parents, notamment, on est attaché à notre langue identitaire, mais aussi on veut le français. J'avais fait un article dans ce sens avec un ami sur les représentations socio-linguistiques, mais je pense en tout cas l'analyse qu'on était parlé, c'est qu'en fait, à un moment donné, c'est le marché linguistique. À un moment donné, le marché linguistique dicte sa loi. C'est-à-dire que les réformes éducatives intégrales les langues nationales dans le pays n'ont pas été accompagnées par des politiques linguistiques qui donnent aussi une place, en tout cas sur le marché linguistique aux langues locales. Donc les gens, à un moment donné, optent en tout cas pour les langues qui leur sont économiquement profitables. Voilà, c'était juste cette question que j'avais. OK, voilà, merci beaucoup. Je suis très content de cette intervention. Et en fait, ça a un lien avec la volonté politique. Madame Millot disait qu'il y avait une volonté politique forte. Et puis, je me demande si c'est vraiment cette volonté politique
qui est forte parce que dans la plupart des cas, il n'y a pas de loi qui accompagne la mise en place de ces réformes bilingues. Vous allez voir qu'au niveau des langues, il n'y a pas aussi un développement des langues sur le plan linguistique pour la production du matériel didactique. Ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est, comme disent les Anglais, c'est des lip service. Il y a vraiment, ça ne se voit pas dans les lois, dans les pratiques. On va en faire de ces langues des langues d'enseignement, mais si vous circulez dans la ville, vous n'allez pas voir de posters ou de, comment on appelle ça, des panneaux publicitaires dans les langues. En tout cas, dans très peu de cas, moi, je n'ai pas vu. Donc, finalement, aussi longtemps qu'il n'y a pas cet accompagnement-là, on dit, bon, à l'Assemblée nationale, on peut parler. Nous, au Niger, jusqu'à présent, je ne sais pas si cette loi, je ne sais pas si j'ai des compatriotes ici, elle est restée à l'Assemblée. Sur les droits. Elle est restée à l'Assemblée, ça fait des années. Ils n'ont pas encore touché là-dessus. Donc, pareil pour le Mali aussi. Pareil pour le Mali, on a une loi de politique linguistique élaborée depuis 2014, mais qui est encore dans les casiers de l'Assemblée nationale. Donc, toute la question est là. Donc, l'aspect politique, Moussa a souligné, il est là, il est très important. Donc, et que le changement de mentalité, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que, évidemment, le marché linguistique s'impose. La langue, comment on appelle ça, l'ascension sociale, tout le monde sait. Si les parents ne sont pas dupes, donc ils savent très bien ce qui se passe. Donc, quelque part, il va falloir faire ces changements-là et je crois que c'est pas de la veille, quoi. Voilà. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé et à nos collègues donc, qui sont en ligne. Merci beaucoup pour votre présentation et de nous avoir interpellés. C'est un travail qui est toujours en cours. On ne se décourage pas. C'est ce que je retiens de M. Mourer, qu'il faut continuer. Il faut continuer à petits pas. Peut-être qu'avec Ella, on va pouvoir avancer avec aussi d'autres initiatives. Le projet qu'il a présenté, en fait, c'est un projet KICS. Donc, on essaie de voir le moment d'introduire. On a parlé de bilinguisme additif ou soustractif. Là, ils essaient de voir, en fait, à quel moment introduire la L2 dans le système. Et c'est pas évident. Et finalement, il ne faut jamais abandonner la langue première, donc la L1. Il faut la poursuivre jusqu'à la fin du primaire. Je crois que l'expérience de Burkina, parce que j'ai eu la chance, l'honneur d'évaluer l'appropriation de l'expérience de Solidaire Suisse au Burkina Faso, et nous sommes arrivés à la même conclusion, c'est que c'est sur les papiers, tout est là, mais en fait, en réalité, dans la mise en œuvre de la politique elle-même, ça ne marche pas. Ok, d'accord. Donc, je m'arrête ici et merci beaucoup à tout le monde. Ok. Au revoir. C'est arrêté.